Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, c'est un peu la période des jeux de Noël. Ta gueule patron, c'est le titre de ce jeu. Un jeu de société pour se venger de son N+1. C'est très drôle et on accueillera l'un des concepteurs, Fabien Bleuze, auteur, illustrateur de ce jeu de société, pas comme les autres. Les entreprises s'engagent, former les jeunes pour contrer les pénuries de main-d'œuvre et on fera le point avec Sabine Duchesne, elle est membre de ce réseau chargé des ressources humaines chez Ascot Limited Europe. Et puis le cercle RH, un grand entretien avec le directeur des transformations et des ressources humaines au sein du groupe Keolis, près de 70 000 collaborateurs, les enjeux de mobilité et les pénuries de main-d'œuvre. On en parlera avec lui. Ce sera le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, salariés entreprises, l'amour vache. On en parlera avec Julien Breuil, il est directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, émission de décembre avec des jeux de société. Vous allez me dire c'est logique parce que les vacances vont arriver et vous allez avoir l'occasion de jouer en famille. Jouez donc avec Ta gueule patron. Oui, Ta gueule patron, je mets des guillemets, c'est le nom du jeu. Et j'accueille Fabien Bleuze, auteur et illustrateur de jeux de société et de celui-ci en particulier. Voilà. Ta gueule, comment ça s'écrit qu'on voit bien? Alors, quand même T-A-2-G-L-E, Ta gueule, voilà. C'est ça, Ta gueule patron. Ta gueule patron, voilà. Ce qui en fait, c'est le petit frère d'un jeu qu'on a sorti il y a déjà une dizaine d'années, qui s'appelait Le Ta gueule, tout simplement, puisque c'est un jeu où on va déjà se faire des amis, comme son nom l'indique. C'est clair. Et on va essayer d'avoir la meilleure répartie lors d'une discussion, que ce soit au café, etc. Alors là, vous avez ouvert votre boîte, oui. Il y a des cartes. Il y a des cartes, exactement. L'idée quand même centrale, parce qu'on voit bien que l'idée c'est de challenger et de se moquer un peu de la novlangue de l'entreprise, et puis de se moquer de son N+1 et de tout son jargon. Exactement. C'est né comme ça? Comment c'est né? Autour d'un café, vous vous êtes dit tiens, on va prolonger le jeu précédent et on va aller plus loin? Effectivement, alors on a donc simplement revenir sur, on est deux à avoir créé ce jeu. Oui, je l'ai dit, un co-créateur. Yves Hirschfeld, et c'est l'illustrateur, c'est Mathieu Klaus. Vous êtes le concepteur? Le concepteur, voilà. Et concrètement, ça naît comment alors cette affaire? Alors ça naît comment? On sort le Ta gueule. J'avais mon ami Yves, qui est donc auteur, avait fait ce jeu. Restez poli quand même. Et on cherchait un nom, et à l'époque, c'était le Bogle, le Scrabble. Donc pour se moquer un petit peu de ces jeux-là, on a décidé d'appeler ça le Ta gueule. Et on a fait comment ensuite d'autres extensions. Il y a eu pour les enfants le Ta bouche, parce qu'on voulait une version un peu plus évidemment cours d'école. On a eu le Ta gueule d'amour pour les amoureux, pour le 14 février. On a eu le Paf dans ta gueule. Ouais, vous vous marrez bien, quoi. Sérieux, on se marre bien. Et puis on était toujours là en train de se dire, mais on pourrait peut-être se moquer un peu de son patron. C'est un bon défouloir. Pour Noël. Pour Noël, voilà. Alors, le jeu en lui-même est très simple. On a des cartes réflexion et des cartes répliques. Donc là, dans le cas du Ta gueule patron, les réflexions, c'est le patron. Par exemple, on distribue les cartes? Voilà, on distribue. Chacun prend un tas de cartes rouges où il y a toutes les réflexions et le petit fauteuil du patron. Voilà. Et on distribue les cartes répliques avec le ciseau planté dans le bureau, ouais, au moins c'est clair. Il y a 4 répliques dessus. Donc le patron va dire une réflexion. Alors là, par exemple, celle-là, je vous annonce que notre société va déménager à Ciré-sur-Vesouse. Voilà. Donc c'est un trou perdu, oui, et il l'annonce à ses équipes. Et alors, comme réponse, je peux dire, fais chier, putain, voilà. Et il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Mais c'est un jeu totalement anard. Je veux dire, c'est totalement. C'est vrai. C'est ce que vous ne diriez pas à votre patron. Vous diriez oui, bien sûr, monsieur le directeur, avec grand plaisir, nous allons à Ciré-sur-Vesouse. Mais là, non, au contraire, on se lâche, on envoie chier pardon, Petre. Mais N+1. Ça veut dire quand même. L'idée, c'est quand même évidemment de se moquer, de lâcher les vannes un peu, parce que là, vous allez jusqu'où dans la qualité de réplique? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes freiné, vous êtes dit non, ça, faut pas le dire? Forcément, vous avez des limites. On a un petit truc là qui est toi et ton petit cul dans mon bureau, ce que pourra dire, voilà, c'est la limite qu'on s'est donnée. Le côté MeToo est passé par là. Donc, il y a encore des patrons comme ça qui sont très, très proches, ou trop proches. Donc ça, vous l'avez gardé? Là, on l'a gardé. Vous l'avez gardé parce que vous dites que malgré la parole qui se libère, vous dites qu'il y a quand même encore des mufles. Exactement. Qui continuent à avoir ce langage. Exactement. Tu dois doubler ton chiffre, bordel. Oui.
Bah ça, c'est des phrases de N+1, non quand, Mais comment, attendez, vous êtes illustrateur, donc artiste, enfin vous êtes un créateur, vous passez pas votre vie en entreprise. Comment vous allez piocher tout ça? Parce que c'est très proche du réel quand on regarde évidemment les phrases des patrons et les répliques en face. C'est vraiment, c'est du vécu. Vous bossez en entreprise aussi? Ah, bien sûr, oui. J'ai eu différents métiers. J'ai fait le autre d'ailleurs à un moment. Oui, on sent que... J'ai travaillé dans le journalisme, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans la production télé, puis là je bosse dans un réseau archives, dans un laboratoire très connu en France. De l'INA? Non, c'est le CEA. Le CEA, d'accord. Et donc donc des réunions de service et tous les termes de novlangue qui vont avec, je peux vous dire que... Donc ça veut dire que vous avez plusieurs vies, hein, Fabien, tout à fait, oui. emboîtées les unes dans les autres, tout en ayant par ailleurs cette créativité que vous avez et qui vous amuse, mais en même temps, quoi, vous notez sur un carnet, vous dites ça, c'est génial pour le jeu. Ah oui, c'est comme ça part. Et puis après, vous lancez une idée, et puis vous tirez sur le fil, et puis ça vient, quoi. Il faut être en collectif quand on prépare un jeu comme ça, j'imagine. On travaille chacun de notre côté parce que Yves, lui, vit à La Rochelle, moi je vis à Paris, donc merci les Skype. Ouais. Et merci le Covid. Merci le Covid. Donc on se fait des réunions. Une fois, on arrive avec une vingtaine, une trentaine de phrases, et puis on les teste. Et puis c'est un jeu qu'on connaît bien, donc on sait très bien à quel moment on dit cette réplique-là, elle va pas marcher, etc. Voilà. C'est une mécanique qu'on a qu'on exerce depuis 10 ans. J'imagine que vous le distribuez à tous les RH, ça va sans dire. Alors je l'ai offert à mon patron, il est très content. Du CEA. Et donc il a un ta gueule avec laquelle il va jouer avec ses enfants. Exactement. Voilà. Ça permet aussi aux enfants de se moquer un peu de leur père qui arrive, qu'ils voient partir en costume cravate et qu'ils voient revenir très tard ou pas d'ailleurs. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir de décaler, de faire un pas de côté, de se regarder un peu en face. C'est de se dire à un moment, tiens, je suis peut-être allé trop loin en disant ça un jour à un de mes employés. Et c'est un jeu qui peut servir en séminaire surtout, c'est ça, parce que là, il n'y a plus de non-dit, quoi. On va directement dans... Sincèrement, vous l'avez offert à votre patron, ça l'a fait rire parce qu'il vous connaît, parce que vous avez votre style. Mais un RH froid, là, on va avoir un RH tout à l'heure d'une très grande entreprise, ils ont 70 000 salariés. Ouais. Il a été PDG d'ailleurs d'une des filiales en Australie. Enfin, qu'importe, ça le fait rire ou pas ça? Oui, je pense. Il faut de l'autodérision dans l'entreprise, sinon on n'est pas crédible. On gagne comment d'ailleurs? Parce que c'est toujours intéressant. Moi j'aime jouer. On gagne comment à On a un petit compteur à chaque fois. Et à chaque fois, alors, donc, le patron va donc lire sa réflexion. Alors celui qui incarne le patron. Le patron, exactement, voilà. Enfin, le N+1, c'est pas Bolloré, c'est toujours on a tous le manager. Le manager, c'est ça. Va lire sa réflexion. Le premier employé va lui lire une réplique, une autre réflexion, une autre réplique, et puis il va choisir la réplique qui colle le mieux. Non, au contraire, qu'il a trouvé la moins bonne ou qu'il l'a blessé, quoi. Il y a cette personne-là, il va lui dire ta gueule. Voilà. D'accord. Et donc il élimine. Donc on élimine et on a un petit compteur à ta gueule et à chaque fois qu'on a un ta gueule, on baisse le compteur d'un niveau. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler son jeu, c'est le hasard du tirage de cartes. Exactement. Qui fait qu'on peut se prendre un ta gueule dans la figure. Exactement. Et une fois qu'on a donné... J'aurais jamais imaginé dire autant de fois ta gueule sur un plateau de télé. Mais c'est vrai que pourquoi pas, c'est possible. Donc là, comme il y a 4 répliques, ce qui va se passer, c'est si jamais... Alors par exemple, c'est quoi là? Vous avez quoi? C'est trop tard, ça sera répété aux actionnaires. D'accord. Donc ça, j'ai plus le droit de l'utiliser. Ça fait qu'il me reste plus que 3 répliques. Et je vais jouer 4 fois avec la même carte. Ah d'accord, on garde sa carte et il y a 4 répliques. Donc à la fin, soit c'est très drôle, soit c'est complètement... Il y a un nombre de cartes infini, ça veut dire qu'on peut jouer une nuit entière là. Une nuit entière, et puis il y a des milliers de combinaisons en fait. Et en fait c'est ça l'idée, c'est que par rapport à une réplique du patron, peuvent se marier une multitude de répliques en face. Soit on a un ta gueule, soit on n'a pas un ta gueule. Exactement, voilà. C'est ça. C'est un jeu de mauvaise foi aussi, parce qu'après on sait très bien que le joueur suivant va devenir le patron. Donc il va se venger un peu de... Et il va lui remettre un ta gueule. Exactement, c'est le but du jeu. Vous êtes un joyeux de rire. On sent quand même, avant de nous quitter, que vous avez quand même fait un petit pas de côté sur l'entreprise et que vous la regardez un peu de côté quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est une entreprise dans laquelle je travaille, mais c'est ça en fait. J'ai un décalage. Parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs activités, et puis ça me fait rire de voir que les gens se prennent trop au sérieux en fait. Vive ta gueule. Oui, exactement. Quelle joie de répéter comme ça en boucle. C'est une marque, une marque de jeu. Ta gueule, patron. Et puis édité chez Le Droit de Perdre.
on ne pouvait pas retrouver meilleur éditeur. Et le droit de perdre, évidemment. Merci Fabien Bleuze. Je vous invite à ranger votre matos parce qu'on ne va pas pouvoir jouer toute la nuit, évidemment, sur le plateau, avec toutes vos cartes. Merci, auteur, illustrateur de ce jeu de société, avec 2 co-créateurs, un illustrateur, vous les avez cités tout à l'heure, vous êtes 3 à avoir conçu. On est 3, voilà, plus l'éditeur. Voilà. Et l'éditeur qui va évidemment faire le packaging et faire en sorte qu'on a l'impression de jouer au Boggle, mais c'est bien le Taggle. Merci Fabien d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent, qui est notre rubrique hebdomadaire. On accueille notre invité. Et chaque semaine, les entreprises s'engagent avec une nouvelle entreprise sur notre plateau, l'entreprise Ascot Limited Europe. On va vous en parler et c'est Sabine Duchesne qui est avec nous pour nous en parler. Chargée des ressources humaines dans cette entreprise, alors elle vient de Singapour, c'est un groupe mondial. C'est ça. Qui fait quoi? Qui fait de l'hôtellerie? Alors c'est le leader dans le domaine des appart-hôtels. Donc un appart-hôtel, c'est c'est une formule de séjour qui offre le confort d'un appartement combiné à un large choix d'offres hôtelières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les invités qui viennent sur ce plateau nous expliquent aussi, évidemment, ce qu'ils font en matière de formation, d'accompagnement de l'emploi pour les jeunes. Mais vous êtes dans ce réseau des entreprises qui s'engagent. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi avoir voulu vous engager dans ce réseau? Alors, c'est tout récent. On s'est engagé parce que c'était une évidence pour nous, puisqu'on mettait déjà en place plusieurs engagements qui sont pris par ce club. Notamment, on participe énormément aux événements recrutement, Un jeune, une solution, des événements organisés par Pôle emploi, des sessions de recrutement auprès des écoles. Et on recrute aussi beaucoup via Pôle emploi, puisque chaque mois, on organise une session de recrutement au sein de nos locaux. Et c'est quoi, c'est un speed dating, c'est un job dating? Oui, c'est ça, job dating. Il y a un RH, il y a un représentant de l'hôtel, comment ça se passe? C'est des binômes, un RH effectivement et un représentant de l'hôtel, parfois 2 représentants de 2 résidences hôtelières différentes. L'idée quand même d'intégrer ce réseau, vous dites c'est une évidence, parce que les outils proposés par Un jeune, une solution, tout ce qui a finalement été numérisé, accélère le processus. Et puis vous êtes dans un secteur, il faut quand même le dire, où le recrutement est compliqué. C'est ça. C'est ça le problème. Donc il faut trouver des solutions différentes, alternatives pour recruter. Nous faisons partie d'ailleurs d'un groupe de travail Recruter autrement avec d'autres entreprises par le biais du club des entreprises s'engagent des Hauts-de-Seine. Et nous avons mis en place aussi beaucoup de recrutement en apprentissage. Donc c'est un des engagements du club, recruter des jeunes et les faire évoluer au sein de l'hôtellerie. C'est ça votre marque employeur, parce que vous êtes venu nous parler de ça aussi. On sait que c'est un secteur difficile, parfois ce sont des métiers pénibles, difficiles. Et vous dites à ces jeunes que vous rencontrez et qui viennent, qui poussent la porte de vos établissements, vous aurez un emploi, mais surtout vous aurez une formation. C'est ça qui est intéressant. Des formations, puisque c'est vraiment le cœur de notre groupe. On est revenu au budget initial d'avant crise sanitaire de 4% de la masse salariale. On a énormément de formations mises en place, que ce soit à partir du parcours d'intégration, où il y a des formations essentielles liées à la sécurité incendie, par exemple, des formations du groupe, comme les valeurs du groupe, des formations aussi par rapport au métier, avec du travail en binôme et puis un sujet quand même important, parce que je ne sais pas quel type de poste vous recrutez, mais l'hôtellerie, c'est d'abord un service rendu à la clientèle. Donc c'est des soft skills, j'imagine que vous insistez beaucoup là-dessus. Beaucoup, énormément. On recrute au savoir-être et non pas au savoir-faire, parce que comme on l'a dit, on a énormément de formations. Donc le savoir-faire, on s'en occupe. Ce qui va nous intéresser, c'est du dynamisme, du sourire, du service client. Et, la disponibilité. La disponibilité, évidemment, mais c'est un métier qui est passionnant. Donc on a plein de choses à proposer et des carrières derrière, puisqu'on donne vraiment la chance, même aux jeunes, d'évoluer, de progresser. Et on a des exemples, des jeunes de 27-28 ans qui sont directeurs d'établissement, qui gèrent des millions en termes de chiffre d'affaires et des équipes d'une vingtaine de personnes. Donc, concrètement, là, au moment où on se parle, Sabine, vous avez combien de postes ouverts? Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie d'emplois? Est-ce que vous êtes en train d'accélérer? Vous en êtes où là dans le processus? Alors, on a déjà recruté 264 collaborateurs depuis le début de l'année 2022. Pour quel type de poste? De l'accueil De tout, en réception, en housekeeping, de la maintenance également. Donc, il y a des métiers qui sont visibles, mais des métiers cachés. Et Dieu sait que c'est important la maintenance dans les appart-hôtels. Ah oui, c'est essentiel. Et on aimerait d'ailleurs recruter des apprentis dans ce domaine-là. Mais parfois c'est difficile puisque c'est un métier qui est caché, donc peu de personnes finalement se tournent vers ces métiers-là. Oui, c'est intéressant ce que vous soulevez parce qu'il y a plein de métiers en apprentissage, des métiers techniques. Alors celui-ci, il n'existe pas vraiment. Et en fait, il faut des compétences multiples. On vient pour le robinet, on vient pour l'électricité, on vient pour le câblage. Enfin, on vient pour 1000 demandes. C'est ça. Ça n'existe pas, il n'y a pas de
de filière maintenance? Alors, il y en a, mais pour l'hôtellerie, c'est de plus en plus rare. Mais nous, voilà, l'idée, c'est de recruter des personnes qui n'ont pas fait cette formation dans l'hôtellerie et puis petit à petit de les former. On a des CQP, des choses qui le permettent. Pour ceux que vous recrutez, indépendamment du service clientèle sans CV, là, vous allez les recruter sur leur façon d'être, leur motivation. Oui. Mais pour la maintenance, il faut quand même recruter sur un petit bagage technique quand même. Petit bagage technique. Après, on s'occupe du reste. On s'adapte, il le faut. Mais c'est vrai que ce sont de vrais couteaux suisses. Sabine Duchesne, combien de postes ouverts là, au moment où l'on se parle? Aujourd'hui, une quarantaine de postes. Encore ouverts? Oui. Sur la France? Sur la France et donc principalement en opération puisque 10% seulement sont en fonction support. D'accord. C'est vraiment des postes de réceptionniste, d'hôte de ménage, de technicien. Et comme on l'a dit au départ, groupe de Singapour, groupe international, il y a aussi de la formation et de la mobilité, ça c'est un élément fort qu'on valorise. De mobilité géographique et des évolutions professionnelles. C'est un groupe donc singapourien présent dans le monde entier, dans plus de 30 pays. D'où l'intérêt aussi de rentrer dans ces entreprises-là. C'est ça. À condition de maîtriser quand même à minima l'anglais. L'anglais et le français, c'est vraiment indispensable, que ce soit en opération ou en fonction support. Juste avant de nous quitter, des difficultés aussi dans les appart-hôtels. Je ne sais pas comment vous les organisez pour les lits, les chambres, le nettoyage. Est-ce que là, vous avez des tensions sur ces métiers-là? Sur les métiers d'hôte de ménage, oui. Mais on travaille tous les jours pour essayer d'améliorer les conditions de travail dans ces métiers qui sont difficiles. Mais voilà, l'hôtellerie, c'est passionnant. Il y a plein d'opportunités, en tout cas chez nous. Et voilà, on forme et on fait progresser grâce à la bienveillance et un management qui donne de l'autonomie et qui soutient. Merci Sabine Duchesne d'être venue porte-parole en quelque sorte de la passion de votre métier et de votre entreprise chargée des ressources humaines chez Ascot Limited Europe. 40 postes ouverts avec cette idée, vous l'aurez compris, d'une formation, d'un accompagnement de ceux qui rentrent dans cette entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Je ne sais pas comment vous vous êtes déplacés aujourd'hui. On va parler de mobilité, train, métro, tramway, vélo électrique, la mobilité, et on en parle avec le DRH de Keolis qui est un leader mondial de cette mobilité dans le monde, mais aussi en France, dans de très grandes villes françaises. On va faire le point avec lui sur, là aussi, un secteur sous tension. Il est notre invité juste après la pause. Le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH de Keolis, qui est une entreprise de transport, alors multi-transport. On va bien sûr revenir sur toutes ces activités, un peu moins de 70 000 collaborateurs dans le monde entier, entreprise franco-québécoise, majoritairement française et québécoise. Et j'accueille le DRH Clément Michel. Bonjour Clément. Bonjour. Directeur des ressources humaines et de la transformation chez Keolis. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce que vous êtes un DRH un peu particulier parce que vous avez été le PDG de la filiale australienne, c'est-à-dire que vous avez aussi, et ce n'est pas le cas de tous les DRH, c'est intéressant d'ailleurs de vous avoir sur le plateau, vous avez une vue, je dirais, très transversale du groupe. Par ailleurs, vous êtes en charge de la transformation et aujourd'hui de la DRH du groupe. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vos expériences internationales, la Chine, l'Australie, d'avoir vu plusieurs pays? Ça vous a apporté quoi? Des États-Unis, le Québec, plus récemment, il y a un peu plus d'un an, j'étais basé à Boston. Ça ne fait que relativiser tous les sujets au sens noble du mot relativiser, mettre en relation et se dire tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses un petit peu différemment? Et puis, moi, je n'ai connu avant ce poste-là que des postes opérationnels. Et donc une compréhension des besoins de l'État du Victoria en Australie ou de Las Vegas, la mairie de Las Vegas aux États-Unis. Vous l'avez évoqué, les États-Unis, la Chine, et puis moi ce que j'ai noté, parce que ça remonte un tout petit peu, mais ça montre aussi que quand vous parlez d'un sujet, vous le connaissez de l'intérieur. En 2005, vous avez été, alors pour la SNCF, rappelons que Keolis est une filiale à 70% de la SNCF et de la Caisse des dépôts québécoise, vous avez dirigé la gare de Lyon. Alors ça c'est de l'opérationnel, c'est-à-dire c'est tout ce que les usagers vivent. Un patron de gare, avec le train qui s'arrête, avec tout ce que ça implique. Qu'est-ce que vous y avez appris déjà là, à ce moment-là? Un de mes plus beaux jobs, avec patron d'un réseau de transport public et de compréhension des enjeux. On apprend beaucoup de choses dans une gare comme ça. On apprend à gérer la complexité. D'un train qui part, il faut un conducteur, une conductrice, des contrôleurs, il faut la restauration à bord, il faut qu'ils partent à l'heure, il faut s'assurer que les services
services commerciaux sont prêts. Il faut assembler comme ça tous les services, que bien sûr le matériel soit au point. Qu'on ait raccroché tout ça. Et donc tout ça, c'est super important. Et puis aussi, de travailler sous pression, quasiment 24/24. Elle ferme pendant quelques heures au milieu de la nuit. Et puis la relation commerciale avec les boutiques aussi. Le Train Bleu, magnifique. Donc on va du RER D en gare souterraine avec ce qu'on appelle dans notre jargon le mass transit à des TGV sur la Suisse. Enfin, vraiment la gestion de la complexité, je dirais. Revenons à Keolis, parce que toutes ces expériences accumulées à l'international, mais aussi en France, font qu'aujourd'hui, vous êtes le DRH, donc les humains, et de la transformation de l'entreprise. Dans l'actualité, aujourd'hui, on a des usagers qui se plaignent parce que les bus n'arrivent pas, il n'y en a pas assez. Ils se plaignent parce que, et je pense à Paris, mais pas seulement, parce que le tramway, il n'y a pas le chauffeur. Est-ce que votre grosse problématique aujourd'hui, indépendamment du fait d'aller voir évidemment toutes vos filiales et d'aller les rencontrer et faire le point, c'est votre mission, donc vous êtes souvent en voyage, est-ce que notre problématique, c'est pas de revaloriser des métiers qui ont été oubliés depuis 20 ans, qui pour certains sont assez mal rémunérés, peu valorisés? Est-ce que ça, c'est un enjeu fondamental? L'enjeu des talents, c'est un enjeu majeur. Et alors, juste, j'aimerais bien prendre une petite minute pour raconter une histoire, et peut-être un poil caricatural, mais de se dire que finalement, qu'est-ce que c'était qu'un responsable de réseau de transport public dans une ville moyenne en France ou hors de l'Hexagone, et puis de se dire que maintenant, ce que c'est un réseau de bus diesel qui éventuellement allait d'un quartier où il y avait peu d'habitants à une usine qui avait fermé en 1965, peu de digital, du ticket carton à la pièce, et puis maintenant, on parle de notre contribution à la transition vers une société bas carbone, et donc de transition énergétique, de sobriété. On va parler de formation, de service client, d'interface, on va parler de digital, on va parler d'insertion de tous les modes de transport, toutes les possibilités à être mobiles. Ces bus, tramway, vélo électrique, vous allez jusque-là. Un ferry à Bordeaux, ou à Newcastle en Australie. Donc, le funiculaire, le trolleybus, tout. Voilà, donc du moment qu'il ne décolle pas, on peut le c'est chez vous. faire. Voilà, et que c'est un moyen collectif, partagé de mobilité, pour avoir vraiment un impact sur une collectivité, sur une communauté, sur un territoire. L'enjeu, c'est l'humain. Vous utilisez même le mot talent, qui est un mot qui est très utilisé sur ce plateau. Comment on redonne envie à des conducteurs, à des chauffeurs de remonter dans un tramway, dans un bus, dans un train? Parce que la réalité, elle est là. On voit qu'aujourd'hui, le cadençage, évidemment, l'espace entre deux trains, entre deux tramways, entre deux bus, il s'est allongé parce que vous manquez de main-d'œuvre. C'est ça la réalité. La situation, reparlons de relativité un petit peu, elle va être différente d'un endroit à un autre. À Paris, intramuros, on voit bien certaines difficultés que peuvent avoir certains de nos concurrents. Dans d'autres endroits, c'est plus facile. Mais ce sujet de la capacité à attirer les talents, il est dans tous les pays où Keolis est présent. Personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Il n'y a aucun pays où ça ne l'est pas. Et donc, on sait bien qu'il y a un sujet d'une société post-Covid et des personnes qui se posent des questions, mais il y a aussi, il faut se le dire, les transporteurs, les opérateurs de transport public, de mobilité collective, doivent collectivement se donner le challenge de redonner du sens. Donc se remettre un peu en question. Voilà, on est vraiment là, au cœur des enjeux du 21e siècle. Je parlais de transition carbone, je peux parler d'insertion, je peux parler de fracture sociale. Et donc, comment est-ce que la mobilité recrée du lien, redonne des opportunités à des gens qui sont éloignés de l'emploi? Et donc, nous, on a un rôle énorme à jouer là-dessus. Donc il y a la marque employeur, il y a la manière de revaloriser un métier. Vous êtes en charge de la transformation. En préparant l'émission, je me mettais à rêver et je me projetais en 2040. Tiens. Et je me disais, mais si on a un problème d'humain, non mais on le fait souvent parce que les grandes surfaces ont réfléchi aux caisses automatiques. Et elles se sont dit, après tout, pour donner et permettre à des femmes de pouvoir trouver leur place dans une structure agroalimentaire, on va les faire quitter les caisses pour leur proposer autre chose. Est-ce que dans la réflexion de la transformation, on a vu la Google Car, on a vu l'idée de véhicules sans conducteur, on a déjà des métros sans conducteur. Est-ce que ça peut être une solution ou est-ce que vous dites on ne fera pas sans les humains ?
On ne fera pas sans les humains. C'est clair. Notre réponse là-dessus, quand on parle là, je vais aller depuis, on va dire, le ramassage scolaire en milieu rural, dans Montjura. Keolis a une petite filiale qui fait tous les jours du service et il y avait des tensions sur ce secteur. Exactement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de laisser, on imagine Impossible. en 2040, son enfant de 8 ans prendre un véhicule automatique. On voit bien là, ou autonome, qu'on a besoin d'humains. Mais on le voit bien aussi de plus en plus dans les sociétés denses, et donc dans le métro automatique. On en opère, on est le leader mondial du métro automatique. Et il y a du monde en station, il y a du monde pour de la réassurance, pour de la sécurité, de la sûreté. Et par exemple, on a du monde dans chacune des rames du métro automatique de Londres actuellement. Un mot sur les salaires, parce que vous nous dites l'humain, on fera pas sans, et vous citiez le Jura, évidemment, on imagine bien avec ses routes sinueuses. Les NAO, là, ça impacte directement vos équipes, parce que vous n'êtes pas évidemment au frontal avec tous les 68 000 salariés. Vous allez aller jusqu'où? La réflexion de l'augmentation des salaires, c'est souvent des choix compliqués pour l'entreprise de transport, parce que ce qu'on donne en salaire et qui augmente, on ne met plus forcément dans l'investissement. Alors, le sujet là, maintenant, sur les enjeux, on va dire, de début 2023, fin 2022, sont là. Et donc, effectivement, au cas par cas, en fonction des bassins d'emploi, on est en train de vraiment regarder ce qu'il est utile, faisable et important de faire en négociation avec les organisations. Là, vous êtes dedans, là. Oui, non, mais je ne cherche pas à vous tirer les verres du nez pour savoir jusqu'où vous irez, mais il me semble assez évident que vous n'atteindrez pas en augmentation le montant de l'inflation. Enfin, c'est pas possible. Ça nous semble compliqué, bien sûr, mais ensuite, on regarde ce qu'on est capable de faire. Vous parliez tout à l'heure, je tiens à parler de ça, de l'attraction et de la rétention des talents au sein de l'organisation. La question de la qualité de vie au travail, elle est centrale aussi et elle n'est pas séparée des sujets des rémunérations. Et donc maintenant, quelles expérimentations on peut mettre en œuvre? La semaine de 4 jours, on l'a mis en place sur Keolis Littoral, par exemple, du côté de Rochefort, en se disant, tiens, et on voit vraiment un intérêt. Quel type de roulement? Comment est-ce qu'on peut assurer que les uns et les autres puissions avoir... Comment on fait d'ailleurs pour le vendredi, par exemple? Il y a une deuxième équipe de roulement? Bien sûr, on fait un roulement avec... Alors parfois, ça peut, dans certains endroits, on va avoir certaines personnes à 4 jours et d'autres qui ne se retrouvent pas là-dedans et qui vont être plutôt à 5 jours. Et d'autres, c'est un roulement comme ça. C'est peu connu quand même, mais dans le secteur des transports publics, on peut avoir ces week-ends off, puisque en général, dans la plupart de nos services, on a moins de services le week-end qu'on en a pendant la semaine, et donc on a plus de chances d'être en repos le samedi et le dimanche. Quand même, précisons que Keolis, juste dans l'environnement de votre entreprise, c'est pas une entreprise qui vole que de ses propres ailes, parce que vous êtes en négociation permanente avec des collectivités, avec des communes, avec des régions. Vous parliez de l'Australie. C'est de la négo et des États. Ça veut dire qu'en face, vous avez une collectivité, donc de l'argent public. Vous évoquiez tout à l'heure l'écologie et la transformation du bus diesel vers des bus électriques, pour certains hydrogène, j'imagine que vous êtes dessus. Tout ça, c'est de l'investissement. Comment ça se passe là? Comment c'est Keolis qui investit et qui dit « moi, je vous mets le matériel » ou est-ce que c'est la collectivité qui vous dit « on vous met les outils appropriés » Tous les modèles du partenariat entre un opérateur public et puis un opérateur privé existent. On va dire que le modèle classique de ce qu'on appelle dans notre jargon la délégation de services publics à la française, la plupart des investissements sont portés par les collectivités territoriales. Donc les bus électriques ou hydrogène, c'est la collectivité. Dans le cadre de transport urbain. Maintenant, dans les cars dont je parlais tout à l'heure, en France, alors c'est plutôt porté par l'opérateur de transport. Et donc Keolis a une volonté très très forte d'investir justement dans ses propres moyens pour la transition énergétique. Compliqué quand même. Mais à noter que pour les autres cas, quand nous ne portons pas, nous considérons qu'on a une vraie force à apporter des conseils, de l'expertise, du conseil, de l'accompagnement des pouvoirs publics. Et donc on a créé un centre d'excellence transition énergétique. Il est basé à Paris et à Lyon. Et puis on a ouvert un campus maintenant en Australie, à Sydney, un autre aux États-Unis, un autre à Stockholm, pour justement, puisqu'on est un des premiers opérateurs de flotte électrique au monde, par exemple, ça, on l'entend trop peu, ça. Oui, c'est intéressant. Inversement, vous qui avez longtemps vécu en Australie, parce que vous n'étiez pas RH là-bas, vous étiez le PDG. Non, j'étais le patron du réseau de Melbourne. Voilà, donc vous pilotiez vos équipes. On nous regarde comment, nous les Français,
d'Australie qui viennent implanter du transport. Parce qu'on se dit, après tout, les Australiens, ils font eux aussi du transport, ils ont des voitures, ils en fabriquent. Enfin, comment on les regarde? Plus. J'ai vécu d'ailleurs, c'est intéressant, la fin de la construction et de l'usine Toyota de Melbourne à l'époque. Et d'ailleurs, on a repris du personnel à l'époque de l'automobile, dans nos métiers de maintenance, par exemple, mais aussi de la conduite, de l'accueil. Donc c'était la fin vraiment la fin de l'industrie automobile en tant que telle en Australie. J'ai peut-être mal posé ma question, mais on voit bien qu'évidemment, en fonction des partenariats que vous nouez avec des États, des régions, des collectivités, les négos ne sont pas les mêmes. Mais le virage écologique de la transformation, il est là. Il est partout. Il est là. Il est partout. Et moi, j'ai vécu les années Trump aux États-Unis. Et même pendant ces années-là, il y avait une forte poussée. Maintenant, avec Pete Buttigieg, ministre fédéral du transport dans l'administration Biden, on voit bien là, les gros investissements qui se font sur la mobilité partagée, la mobilité décarbonée de plus en plus. Donc, je ne crois pas pouvoir vous mentionner un seul endroit où on aurait une autorité organisatrice de mobilité, une collectivité territoriale qui dirait « je ne suis pas intéressé » par ce sujet. Quand même, vous avez des enjeux forts et on peut peut-être terminer notre échange sur ce sujet parce qu'il a des incidences sur l'emploi. Quand vous faites des choix stratégiques, car vous êtes aussi opérateur, vous choisissez une technologie plutôt qu'une autre, vous savez que vous allez derrière développer une filière. Il y a des enjeux très forts d'emploi. Je pense à l'hydrogène, par exemple. Bien sûr. Électricité, hydrogène, on voit bien, mais même en interne, la transformation, elle est énorme. Et donc, on a développé des nouveaux programmes pour un manager de réseau, un patron, une patronne de réseau, de dire, tiens, comment est-ce que j'accompagne mon collectif de travail, les mainteneurs, les conducteurs, les conductrices, l'ingénierie. En fait, un réseau électrique est un réseau où il y a encore plus hydrogène, très très différent d'un réseau diesel. Il a besoin d'infrastructures et donc il faut le penser presque comme un réseau de tramway. Donc cette transformation-là, l'Institut qui est... On est dedans ou pas là? Mais on est complètement dedans et on l'a lancé il y a quelques années dedans. Mais on a fait plus de 5000 formations là sur 2022 aux managers de terrain sur les sujets de transition énergétique pour qu'ils puissent vraiment avoir un bon dialogue avec les collectivités territoriales. Et donc apporter aussi une contribution technique, une valeur ajoutée. Si j'ai bien lu, les bus, les semi-remorques, les poids lourds, tout ce qui est lourd, c'est pas l'électrique qui prime. Visiblement, la filière vertueuse, ça serait l'hydrogène. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous dites que c'est plutôt là-dessus que l'on part? Ça va vraiment dépendre des usages. C'est ça que je trouve fascinant et qui rend la réponse un peu plus complexe. On va avoir... on a été sur le premier réseau de bus à haut niveau de service. La première ligne à hydrogène a été lancée en France, à Pau, avec l'assistance technique de Keolis. On va avoir le plus grand réseau de bus à hydrogène français à Dijon, une fois qu'on aura mis en œuvre cette transition énergétique. Oui, parce qu'il faut quand même pouvoir faire le plein. Bien sûr, et vous parliez là de partenariat, c'est sous l'égide de la métropole de Dijon et de son président-maire, vraiment de travailler sur ces sujets-là en entier, depuis la production jusqu'à la réalisation. Donc et ça questionne mais tous les métiers sur toute la chaîne de valeur. C'est pour ça que vous avez un enjeu fort quand vous faites un choix et que Keolis choisit une technologie plus qu'une autre. Alors vous dites, nous on fait un mix, visiblement vous faites un mix de choix techniques. Avant de nous quitter, quand même, c'est une question un peu rituelle. La journée d'un DRH en charge des transformations, parce que là, il est très tôt le matin et vous nous faites le plaisir d'être avec nous. C'est quoi une journée d'un mois de décembre d'un DRH? Ça se compose comment, une journée de DRH qui préside à près de 10 000 salariés? Alors, la transfo chez Keolis, c'est la sécurité, le développement durable, le projet d'entreprise et les RH. Alors, je peux vous dire, très très tôt ce matin, j'ai commencé avec le patron de nos opérations, Julien Dehornois, en Australie, à parler de, justement, transition énergétique localement et de sécurité. On a vraiment... Sécurité, c'est quoi? C'est la sécurité des usagers ou c'est la sécurité de l'équipement? Les deux. Les deux, des usagers, des équipements, de nos personnels, bien sûr. On a parlé différenciation avec la directrice Antonia du développement durable et la directrice marketing de Keolis. C'est vos sujets en fait, c'est ça. On est vraiment, vraiment au cœur. Et puis bien sûr, on est en préparation demain de notre comité de groupe européen. Donc voilà, quel sujet on va aborder. Et d'ailleurs, à l'ordre du jour, la responsabilité sociale de l'entreprise et les ajustements de notre stratégie à co-construire avec nos partenaires. Il y a un enjeu fort. Les opérateurs de mobilité, vous en faites partie, leader mondial, ont un
rôle essentiel à jouer pour basculer, on est d'accord? Vous en êtes où là sur une graduation de 1 à 10? Vous dites on est à 4, on est à 3 et il nous reste encore un peu de route, c'est le cas de le dire? Globalement, hein, si on se redit les grands chiffres, hein, la mobilité, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc nous, on fait partie et des problèmes et surtout maintenant des solutions. Et donc comment est-ce qu'on construit une proposition qui vraiment décarbone toute la mobilité? Et pour ça, on doit faire transformer les territoires en faisant du transfert modal, que chacune des personnes qui est en autosolisme vienne à bord de la mobilité partagée. Clément Michel, vous êtes un diplomate parce que vous êtes face aussi à des hommes et des femmes politiques qui, voilà, parfois ne sont pas au même niveau que les grandes entreprises en termes de maturité énergétique. Non, vous le confirmez ça? C'est compliqué? Je vais vous dire quelque chose et qui a été une très très bonne surprise en revenant en France après 13 ans hors de l'Hexagone. La maturité des hommes et des femmes politiques français sur ce sujet-là est quand même un cran au-dessus de ce que j'ai pu observer dans d'autres pays où j'ai travaillé. Et ça, c'est alors intéressant. effectivement, là, on peut avoir d'autres perceptions les uns et les autres, mais quand même une vraie... Et ça, c'est votre expérience, j'allais dire, de globe-trotteur personnel voilà. à travers vos expériences mondiales. Merci d'avoir fait un détour par le Merci plateau beaucoup. de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes un homme très occupé. Et on vient de l'entendre d'ailleurs à travers la journée type, enfin, aucune des journées ne se ressemble, évidemment. Directeur des ressources humaines et de la transformation, si j'ai bien compris, c'est directeur de la transformation dans lequel il y a les ressources humaines. Oui. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça. On range les ressources humaines parmi d'autres secteurs essentiels à la tête donc, des ressources humaines et de la transfo. Chez Keolis, merci Clément. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, la relation cadre-entreprise. C'est un peu l'amour vache et on en parle avec Julien Breuil. Fenêtre sur l'emploi, on parle des relations salariés-entreprises, l'amour vache, et c'est un titre qui a été conçu par Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur des relations entreprises, groupe EDC Business School. Alors, vous mixez plusieurs études qui viennent se superposer, et en calque, on voit des grandes tendances, une étude IFOP, une étude Opinionway et une étude APEC. C'est quoi les indicateurs de bonne relation entre entreprises et salariés, selon votre travail d'étude? Les relations sont plutôt en berne. En fait, on a une situation un peu ambivalente, quelque part. D'un certain côté, on voit des indicateurs qui sont plutôt négatifs, j'allais dire. Il y a une belle étude qui a été sortie notamment sur la relation des Français avec le travail. Ah oui, on va voir le chiffre. Et on voit qu'effectivement, la notion de travail pour les Français est désormais un peu secondaire. 48% des cadres considèrent que la place du travail est désormais secondaire. Ça, c'est l'IFOP. Alors, c'est intéressant parce que, pour la Fondation Jean Jaurès, c'est intéressant parce que si on regarde l'ensemble des Français, on est à 59%, on pourrait se dire que sur certaines populations, effectivement, ce chiffre, certes, va baisser, mais sera beaucoup plus bas. On voit quand même que sur les catégorisés, donc principalement les cadres, on est quand même à 48% qui considèrent que désormais, la place du travail a un rôle secondaire. Alors, on peut dire 48% versus 52%, mais c'est un chiffre qui est fort et qui effectivement montre que même pour des catégories dont le travail est important, ça reste désormais secondaire. Alors ça, j'en suis sûr, c'est une étude APEC, parce que j'avais vu ce chiffre passer, et elle est aussi intéressante parce qu'elle tord le cou à des idées reçues, c'est l'attachement des cadres à leur entreprise. Oui. Et en fait, les cadres sont très majoritairement attachés à leur entreprise. C'est tout le paradoxe. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien pour eux, enfin pour les cadres principalement, que l'entreprise a un rôle, notamment par rapport à la société, qu'elle a un rôle par rapport à la mise en place du travail, à son évolution. Et dans le même temps, ils nous disent, moi je suis plutôt investi, je crois 95% d'entre eux, et dans le même temps, j'ai même un attachement à cette entreprise, 81% d'entre eux. Donc on voit bien que malgré des indicateurs en amont qui semblent plutôt négatifs, il y a quand même, par rapport à l'entreprise, une relation, entre guillemets, qui est plutôt forte, en tout cas telle qu'elle est décrite. Il y a le décalage qui se crée par cette distorsion entre les attentes des cadres et les réponses des entreprises. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'attachement et de l'engagement, vous venez de le dire, et bien en même temps du désir de la part des cadres, j'allais dire, d'être reconnus dans ce qu'ils font, quoi. C'est ça l'enjeu. Alors, il y a un chiffre qui est très fort, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la cause ou si c'est la conséquence, mais c'est la perception que les cadres peuvent avoir dans la relation qu'ils ont avec l'entreprise. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une relation contractuelle ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une relation affective? Et là, 58% d'entre eux nous disent « je suis dans une relation affective ». Donc on va dire qu'on
on n'est pas dans du factuel pur, du concret, et effectivement, ça doit pouvoir amener de la déception. Alors, est-ce que c'est ça qui, effectivement, crée cette distorsion, ou est-ce que c'est effectivement cette relation qui se distend parce qu'en amont, il y a des attentes qui sont fortes de plus en plus avec le Covid et l'inflation, et l'inflation, et qui font qu'aujourd'hui, l'entreprise ne répond plus à date à ces attentes-là. Là, on peut avoir un débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les sujets de la rémunération, les sujets d'évolution de carrière, et donc la rémunération, la notion d'équilibre vie pro, vie perso, qui est liée notamment avec la notion de burn-out. On sait qu'il y a beaucoup de cadres qui déclarent avoir eu un sentiment de dépression, de déprime, 39%, donc c'est un chiffre qui est assez fort, plus la formation. Ces 3 indicateurs-là, ils ont un impact négatif sur la perception et la relation qu'ont les cadres avec l'entreprise. Alors, est-ce que c'est une relation affective ou une relation contractuelle, vous l'évoquiez, et puis il y a des causes très concrètes d'impact négatif sur les relations, dans sa relation à l'entreprise. Là, on le découvre. Refus d'augmentation de salaire, là 55, c'est-à-dire que là on est dans les NAO, exactement. Ça coince. Et puis burn-out 50 indicateurs qui sont, ça veut dire là on s'est posé, vous êtes positionné du côté entreprise. C'est-à-dire globalement l'entreprise ne répond pas à ces sujets-là. Alors on sait elle répond mal. Parce qu'on sait que sur la rémunération, il y a toujours une déception. Le sujet est encore plus prégnant actuellement puisqu'on sait que la NAO dans les bonnes années va être aux alentours de 2,5%. Elle sera peut-être plus cette année compte tenu de l'inflation. Qu'un cadre attend en moyenne 7% et que s'il change d'entreprise, en plus compte tenu de la tension sur le marché, ça va plutôt être 15%. Donc on sait que là, il y a un décalage. Mais ça a un impact négatif. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la notion encore plus de burn-out, qui fait écho au sentiment que les cadres, comme je le disais, ont un sentiment parfois de stress assez fort et de dépression ou déprime, on va appeler ça comme ça. Un gros blues à minima et à maxima dépression, burn-out. Et puis la formation, on dit toujours qu'effectivement dans un contexte difficile pour attirer les talents, il faut les fidéliser. La formation est un formidable outil pour fidéliser, mais les cadres ont une difficulté à sentir les efforts qui sont faits par l'entreprise pour justement les amener à se former et répondre aux enjeux de celle-ci. Le salaire reste quand même là dans les attentes. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a eu plusieurs émissions où ça nous disait mais c'est fini, c'est le sens. Non, en fait, les cadres là quand même veulent être rémunérés à la hauteur de leurs efforts, quoi. Alors c'est vrai que sur la rémunération, j'essaie toujours de prendre un peu de recul parce qu'on voit bien que selon comment les études sont posées, selon comment la question est posée, la rémunération elle peut glisser en deuxième position. Ou en deuxième position. Exact. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours dans le trio de tête et que le contexte redonne une prédominance à la rémunération parce que tout un chacun, quelle que soit sa rémunération, est confronté à, entre guillemets, une baisse plus ou moins conséquente du pouvoir d'achat. Merci Julien Breuil d'être venu nous rendre visite. Vous avez beaucoup travaillé à travers ces 3 études IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, cette étude Opinionway et puis l'étude APEC. Allez donc voir les chiffres de l'APEC. Très intéressant. Très très intéressant, qui viennent un peu contredire finalement ce qu'on a pu parfois entendre sur ce plateau. Merci de nous avoir rendu visite. Merci vous beaucoup. êtes en charge des relations entreprises au groupe EDC Business School. L'émission est terminée, je vous retrouve demain évidemment, rassurez-vous. Je remercie Angèle à la réalisation, je remercie Saïd pour le son, je remercie Nicolas Juchat bien entendu et puis Lily pour l'accueil invité. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Vous avez le choix. Bye bye.